Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de l'un des gangsters les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, Al Capone. Nous allons voir ensemble comment ce fils d'immigré italien est passé de la pauvreté à la richesse en devenant le leader de la mafia jusqu'à sa mort. Alors pour comprendre un petit peu mieux son histoire et ses origines, je vais commencer par vous parler de ses parents. Originaires de Naples en Italie, Gabriel et Teresa Capone avec leurs deux premiers fils fuient la pauvreté de leur pays en 1893 et en 1894 ils arrivent à New York. Comme beaucoup de leurs compatriotes, ils espèrent vivre leur rêve américain. Malheureusement pour eux, ils s'installent dans un petit appartement n'ayant ni eau chaude, ni toilette, ni même de meubles, dans un quartier pauvre de Brooklyn. Barbier de profession, M. Capone commença par travailler comme caissier dans une épicerie, pour ensuite réussir à ouvrir son propre salon de coiffure, faisant aussi office de barbier. Teresa Capone, quant à elle, faisait de la couture afin de boucler les fins de mois, en plus de s'occuper de la maison et de leur fils. Peu de temps après leur arrivée, ils eurent leur troisième fils, et c'est le 17 janvier 1899 qu'Alfonso dit Al Gabriel Capone poussa son premier cri. Il sera le quatrième d'une fratrie de 9 frères et sœurs. Rien dans la famille Capone ne laissait présager ce que le petit Alfonso allait devenir. Assez bon élève, il commence sa scolarité dans des écoles paroissiales catholiques à la discipline plutôt stricte, mais très vite il comprend qu'il va devoir se battre pour sortir de la pauvreté. À 14 ans, après qu'une enseignante le frappa, il la frappa à son tour et fut renvoyé. Al ne remettra plus jamais les pieds dans une école. Au même moment, la famille déménagea et dans ce nouveau quartier, Alfonso va faire la connaissance d'une personne qui bouleversera sa vie, le gangster Johnny Torrio, qui deviendra son mentor et plus tard, le parrain de son fils. Adolescent, le jeune Capone effectue des petits boulots, mais petit à petit il commence à rejoindre des bandes du quartier qui se livrent au vol, aux raquettes et aux paris clandestins, pour finalement rejoindre le célèbre gang des Five Points, dirigé par Frankie Yale, un des maîtres de la pègre new-yorkaise. Ce dernier ouvrit un bar, et sur les conseils de Johnny Torrio, Yale engagea Al Capone, qui était alors âgé de 18 ans. Un jour, alors que Capone servait une table, il ne resta pas indifférent à la beauté de la jeune femme assise, et lui dit « Chérie, vous avez un beau cul, et je vous en fais le compliment. » L'homme qui accompagnait la dame n'était autre que son frère Frank Galluccio. Il se leva d'un bond et frappa celui qui venait d'insulter sa sœur. Capone devint alors enragé. Galluccio sortit un couteau pour se défendre et atteignit 3 fois Capone au visage avant de prendre la fuite avec sa sœur. Al Capone gardera à vie ses cicatrices, ce qui lui vaudra le surnom de Scarface, littéralement balafré. À l'âge de 19 ans, il rencontre une jeune Irlandaise, Mae Coughlan, de 2 ans son aînée. Avant leur mariage, ils eurent un enfant, Albert Francis dit Sonny Capone, qui vit le jour le 4 décembre 1918 et qui, je le rappelle, eut pour parrain Johnny Torrio. À l'arrivée de son fils, Al mit toute son énergie dans un emploi respectable. Il quitta Frankie Yale et déménagea à Baltimore où il occupa un poste de comptable. Digne de confiance, intelligent et habile avec les chiffres, Al réussit très bien. Malheureusement pour lui, le 14 novembre 1920, son père mourut d'une maladie cardiaque. Du jour au lendemain, Al Capone changea du tout au tout. Il met fin à sa carrière légale et reprend contact avec Johnny Torrio, qui au cours des années précédentes a étendu son empire criminel à Chicago et qui, grâce à la prohibition, est en train de faire fortune. Mais la prohibition, qu'est-ce que c'est ? La prohibition est une loi visant à interdire la fabrication, le transport et la vente d'alcool, aussi bien la bière que les spiritueux. En effet, à la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis connaissent une croissance permanente, non seulement au niveau économique, mais aussi culturel et social. Les gens se sentent alors plus libres, et l'une des conséquences de cette liberté, c'est l'augmentation de la consommation d'alcool, d'autant plus que de nombreux Irlandais et Écossais foulent le sol américain et avec eux leur savoir-faire en matière de distillation. L'alcool se répand alors sur le territoire américain. Très vite, des courants conservateurs comme le Ku Klux Klan dénoncent les effets des boissons alcoolisées sur le comportement des hommes. Ces groupes conservateurs, largement soutenus par les pasteurs, arrivent à faire pression sur le gouvernement américain et la prohibition entre en vigueur le 16 janvier 1920. Évidemment, les gens n'ont pas envie de cesser de consommer de l'alcool, et un réseau parallèle, dirigé par les mafias, va donc se créer. Grâce à la vente de bière et d'alcool, des jeux et de la prostitution, Torrio est à la tête d'une organisation très rentable et invita Capone qui le rejoint début 1921. Ils deviendront rapidement des associés, Capone devenant même le bras droit de Torrio. Ralph Capone vient rejoindre son frère au sein de l'empire de Torrio. Au même moment, Al s'associa avec un homme qui allait être un ami toute sa vie durant, Jack Gutzik. Pendant les années qui suivirent l'arrivée de Capone à Chicago, de nombreux gangs prospèrent jusqu'au jour où un nouveau maire est élu. Suite à l'arrivée de ce nouveau maire, il devient compliqué de distribuer des pots de vin et ainsi de compter sur la protection des autorités. Torrio et Capone décident donc de déménager le gros de leurs opérations dans la banlieue de Cicero.
La conquête de la ville par Capone se fit majoritairement sans opposition. Il plaça son frère Frank Capone en charge des communications avec les autorités. Tout se passait bien, mais un jeune et fougueux journaliste dévoilait à chaque parution un des rackets opérés par Capone, ce qui eut assez d'effet pour faire peur aux candidats financés par le mafieux. Le jour de l'élection primaire 1924, les hommes de Capone enlevèrent les employés électoraux des opposants et menacèrent leurs électeurs. Pour parer à cette violence, la police envoya 70 policiers en civil et armés de fusils de chasse. Autour de la mi-journée, environ 30 policiers sont arrivés dans 9 voitures autour d'un bureau de vote. Déjà sur place, Frank et Al Capone furent reconnus et en quelques secondes, le corps de Frank fut criblé de balles. Al, quant à lui, réussit à s'échapper sain et sauf. Selon la police, Frank a tiré sur les policiers. L'affaire fut classée comme légitime défense. Cependant, certains spectateurs affirment que Frank n'a jamais eu d'arme. Furieux de la mort de son frère, Al répondit en faisant escalader la violence d'un cran. Il vola les boîtes de scrutin et kidnappa des officiels dont l'un d'entre eux fut tué. À la fin de la journée, le candidat des Capone avait gagné, mais le goût de cette victoire allait hanter Al Capone pour le reste de sa vie. Nous sommes alors en 1924, 5 semaines après les élections, lorsqu'un braqueur fait une remarque antisémite à Guzik, qui, en plus d'être juif, est un ami de Capone. Celui-ci abat le braqueur sur le champ. Des témoins furent interrogés, mais Capone finit par être relâché, faute de preuves. À l'âge de 25 ans, 4 ans seulement après son arrivée à Chicago, Capone est devenu l'homme à abattre. Riche, puissant et maître de la ville de Cicero, il est devenu la cible des hommes de loi et des gangsters. Craignant pour sa vie, il met en place toutes sortes de moyens afin d'assurer sa sécurité. En 1925, Torrio est grièvement blessé au cours d'une fusillade et décide de prendre sa retraite, laissant les commandes à Capone et ses frères. Celui qu'on appelle désormais Scarface devient le leader du célèbre Outfit de Chicago, une importante famille mafieuse composée de membres de plusieurs origines, religions ou ethnies. Alors devenu une force majeure dans le monde illicite de Chicago, Capone passa d'une relative obscurité à une visibilité cultivée, et se montra au grand jour comme une personne aimable et souriante. Al allait à l'opéra, à des réunions sportives et même dans des œuvres charitables. Toujours habillé de manière très chic et étant un membre influent de la communauté, il devient une figure populaire à tel point que certains oublient qu'il est un dangereux criminel. Il amasse une fortune colossale et en redistribue une partie aux plus pauvres, se faisant passer pour le Robin des Bois des temps modernes. Évidemment, tout ceci n'est qu'un stratagème pour avoir le plus de monde possible à sa botte. Grâce à son image, il est respecté dans les sphères de la haute société, mais aussi dans les milieux les plus pauvres. Pour beaucoup, il incarne l'image du rêve américain. Parti de rien, il est arrivé à la tête d'un empire. Effectivement, ses affaires lui rapportent beaucoup. 120 millions de dollars par an, c'est l'équivalent d'1,5 milliard de dollars de nos jours. Capone est alors à son apogée. En 1929, Capone contrôle presque toute la ville, à l'exception de quelques quartiers nord qui sont sous la coupe du gang de Northside, ses principaux rivaux. Capone prend alors la décision d'anéantir ce gang. Lors de l'un de ses déplacements en Floride, des hommes de Capone déguisés en policiers simulent une arrestation et mettent 7 hommes dont 5 membres des Northside face à un mur avant de les exécuter. Cette tuerie eut lieu le 14 février 1929 et ce qu'on appela le massacre de la Saint-Valentin parut le lendemain dans les journaux. Les habitants de Chicago découvrent avec horreur les photos de la scène de crime. Même si l'élimination de plusieurs membres du gang rival a plusieurs avantages pour Capone, elle change cependant l'opinion publique à son égard. Plus tard, il sera arrêté pour port d'armes illégales et condamné à 1 an de prison. Mais il s'agit là en vérité d'une mise en scène qui a pour but de calmer l'opinion publique à la suite du massacre de la Saint-Valentin. Al est libéré 10 mois plus tard et peut ainsi reprendre ses activités criminelles. À 31 ans, Al Capone est l'homme le plus puissant de Chicago, mais un petit groupe de patrons ne l'entend pas de cette oreille et demande au président Hoover d'agir rapidement contre Capone qui nuit au développement économique de la ville. Le président, alors très critiqué suite au crash boursier et à la crise qui dure depuis 1929, voilà une occasion de remonter dans l'estime de la population et décide d'intervenir. Une liste des ennemis publics est dressée et Al Capone devient l'ennemi public numéro 1. 2 actions sont alors lancées. Une action publique du FBI confiée à Elliot Ness, un jeune homme de 29 ans, séduisant et intelligent. Il monte une équipe incorruptible qui a pour but de mener des actions afin de désorganiser les activités économiques de Capone, détruire ses brasseries et bars clandestins et réunir des preuves pour le faire condamner lors d'un procès. Bien que ces actions n'aient que très peu d'impact sur les activités de Capone, elles sont menées au grand jour et sont médiatisées afin d'afficher la volonté du pouvoir fédéral de lutter contre la mafia. L'opinion publique se tourne donc vers Elliot Ness. La deuxième action, quant à elle, sera jouée dans l'ombre.
Confiée au très discret agent du fisc Frank J. Wilson, cette action a pour but de constituer un dossier de preuves qui permettront de faire condamner Al Capone en démontrant qu'il n'a jamais payé d'impôts sur ses activités. Chose très compliquée, car Al Capone est quelqu'un d'intelligent et ne va jamais signer une facture lui-même, son nom ne figure donc nulle part. Wilson va donc éplucher soigneusement les dépenses de Capone et un petit détail va avoir toute son importance. Sur une facture concernant un jeu d'argent, le nom d'Alfonso Capone apparaît et c'est cette petite erreur qui va le faire chuter. Le 5 janvier 1931, Al Capone est arrêté pour fraude fiscale. Ses avocats espèrent tirer d'affaire leurs clients en payant les sommes dues, mais le juge refuse. Capone sait que la justice n'a aucune preuve de ses nombreux crimes, mis à part la fraude fiscale, et décide donc de plaider coupable, espérant s'en tirer avec 30 mois de prison, mais le juge Wilkerson refuse à nouveau et renvoie Capone et ses avocats devant un jury. Le procès de l'ennemi public numéro 1 débuta le 6 octobre 1931 et cela devient un événement dans tout le pays. Al Capone essaie de soudoyer le jury, mais ce qui sera officiellement un jugement pour fraude fiscale se transforme officieusement en un procès qui le jugera pour tous ses crimes. Capone sera condamné à 17 ans de prison, dont 11 ans ferme. Il est d'abord incarcéré à la prison du comté de Cook, et ensuite transféré à la prison d'État d'Atlanta, d'où il continue à gérer ses affaires dans une cellule qui ressemble plus à une chambre d'hôtel. En 1934, il est transféré à Alcatraz, où il est soumis à un régime plus sévère et est placé à l'isolement, notamment après avoir tenté de soudoyer un gardien, éliminant ainsi toute possibilité d'action. Pour Capone, c'est la descente aux enfers, il ne bénéficie plus d'aucun avantage et est considéré comme le criminel qu'il est. Souffrant de la syphilis depuis sa jeunesse, son état s'aggrave en détention, se transformant en neurosyphilis qui détériore sa santé mentale et physique. Après avoir été agressé au couteau, il est transféré à Terminal Island, près de Los Angeles, puis transféré à Lewisburg Prison le 13 octobre 1939 pour y être rendu à sa famille. Il est libéré sous condition le 16 octobre de la même année. Pendant les années qui vont suivre, la santé physique et mentale d'Al Capone se détériore et en 1947, dans sa propriété de Palm Island à Miami Beach, il est victime d'un malaise. 3 jours après, il tombe dans le coma et contracte une pneumonie. Il meurt le 25 janvier 1947 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 48 ans. À sa mort, l'outfit ne disparaît pas pour autant. Al Capone a fait de l'entreprise de Torio une organisation moderne et destinée à survivre à ses leaders. La prohibition lui a permis d'amasser assez d'argent pour pouvoir prospérer encore des années, faisant de la mafia une organisation criminelle plus puissante que jamais. Malgré ses crimes, Al Capone a toujours suscité de la fascination et encore aujourd'hui il est considéré comme le gangster le plus dangereux de l'histoire des États-Unis. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a définitivement réussi à marquer son époque et il est l'incarnation de cette période si particulière qu'est la prohibition. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à laisser un commentaire afin que je puisse avoir des retours. Et je vous dis à bientôt.